Des légendes, nous en connaissons tous. Nous avons grandi avec, nous avons évolué à leur côté. Elles nous ont accompagnés, parsemant nos routes de vie d'histoires qui, de par leur contenu, créent un pont entre le réel et l'imaginaire. Elles sont la représentation traditionnelle de faits ou de personnes réelles, déformées par le bouche à oreille, par le passage du temps. Générique. Aujourd'hui, nous allons partir dans un étrange voyage situé sur Staten Island, à New York, aux États-Unis. Cette histoire, qui au premier abord ressemble à bien d'autres histoires, va nous mener sur un chemin qui, si vous avez suivi mes vidéos, ne vous sera pas totalement inconnu. Et vous allez voir que la conclusion de cette histoire est tout à fait étonnante. Bienvenue dans l'histoire de Cropsy, le croque-mitaine de Staten Island. Pour bien commencer, eh bien quoi de mieux que de se raconter l'histoire de Cropsy, ce mystérieux croque-mitaine qui, le soir venu, a effrayé des générations d'enfants. Cropsy, ce nom ne vous dit peut-être et sans doute rien. En effet, comme je vous l'ai dit, cette histoire ne se déroule pas sur les terres du Gévaudan, mais à Staten Island, à New York. La vie est différente là-bas. Si vous y allez, les gens vous diront « c'est là que se trouve la décharge ?» C'est une grosse décharge. C'était la place la moins populée, avec beaucoup de forêts. C'est une place parfaite pour y jeter des corps. Si quelqu'un veut se débarrasser de quelque chose, il n'y a qu'à l'amener à Staten Island. Il y a beaucoup d'espace, il est facile de s'isoler si vous souhaitez être seul et faire ce que bon vous semble. Une poubelle géante, c'est là que prend place ton histoire? Hélas, oui, c'est la dure réalité des choses, mais durant les années 1970-1980, c'est de la sorte que l'on introduisait aux étrangers ce qu'était Staten Island. Puis, parfois, s'ensuivait une étrange rumeur, celle d'un homme, d'un croque-mitaine, qui, au soir venu, armé d'un crochet à la place d'une main, enlèverait les enfants pour les emporter dans des souterrains afin de les tuer. Les tunnels, tous situés en dessous de l'hôpital de Seaview, définissaient un périmètre parfait, entouré d'une épaisse forêt que les enfants n'avaient pas le droit d'approcher sous aucun prétexte. Surtout pas à la nuit tombée. Ce building, autrefois connu sous le nom de l'hôpital de Seaview, une ancienne hospice accueillant des tuberculeux, c'est dans les tunnels situés sous ce bâtiment que Cropsy emportait ses victimes. Vers une mort certaine. Mais qui? Qu'est-ce que Cropsy? Pour faire simple, Cropsy est un croque-mitaine. Il vous attend au coin d'une rue, caché dans un coin sombre. Il vous observe par vos fenêtres, prêt à vous kidnapper. Les parents racontaient à leurs enfants l'histoire de Cropsy pour ne pas qu'ils quittent la maison à la nuit tombée. Selon la légende populaire, Cropsy est un fou échappé d'un asile possédant un crochet acéré à la place de la main. Il n'attaque que la nuit et s'en prend principalement aux enfants. Son plaisir, c'est d'enfoncer son crochet en leur chair pour les agripper et les entraîner dans les tunnels sombres de l'hôpital de Seaview. Tout d'abord, présent autour des feux de camp durant les soirées scoutisme, l'histoire déborda très rapidement pour se retrouver parmi le grand public. Traversant le centre de l'île se trouve une forêt connue sous le nom de Greenbelt. Au bord de cette forêt se trouve un camp de scouts et un vieux bâtiment accueillant les tuberculeux. Durant notre enfance, on jouait dans le coin, puis on se faisait peur en racontant l'histoire de Cropsy. Et juste là se trouve Seaview.
Avec les autres, on empruntait ce chemin. Parfois, l'un des enfants se cachait dans le building pour nous faire peur. C'est là qu'on pensait que Cropsey vivait, dans les sous-sols, là, en dessous, ainsi que dans ces autres bâtiments. On marchait souvent dans ces couloirs, et on y trouvait des lits, des papiers, des actes de décès. Ainsi, au soir venu, on pouvait entendre les parents, dans les chaumières new-yorkaises, dire à leur petit bambin Il est temps pour toi d'aller au lit, ou Cropsey va venir te chercher. Voici ce que l'on peut trouver dans le documentaire intitulé Cropsey, définissant à merveille cette légende et surtout comment elle définit le personnage de Cropsey. Cropsey était alors synonyme de maniaque dans les camps de scouts tout autour de l'État de New York. Tout ceci faisait donc du sens de raconter l'histoire d'un maniaque se cachant dans les bois, prêt à kidnapper le moindre enfant passant. J'ai entendu le mot Cropsey pour la première fois. C'était un docteur, avec un crochet à la main, avec un couteau énorme. C'était un fou avec une hache. Sa femme fut tuée. Il était poursuivi, persécuté. Il voulait des enfants pour les... Il allait vous attraper, vous couper en morceaux, ne pas aller sur les berges de Sherwood. Cropsey vous y attend. La légende s'est ainsi déposée dans l'esprit des New-Yorkais. Cropsey est là, il guette, il vous attend. La première question que je me suis posée, mais d'où vient le nom Cropsey ? Quelle en est la source ? Quelle en est l'origine ? Est-ce que cette origine d'ailleurs est trouvable ? Eh bien, personne ne connaît vraiment l'origine du nom Cropsey, tel qu'il est rattaché à la légende. Mais toutefois, certaines spéculations tendent à émerger. Par exemple, durant le temps des colonies, c'est-à-dire bien avant les années 1970, existait un Cropsey, Sir Jasper Cropsey. Et étrangement, ce dernier est né comme par hasard sur l'île de Staten Island. Peintre de son état, ce dernier ne paraît pas avoir une vie assez dépravée pour pouvoir avoir un quelconque lien avec un croque-mitaine tueur qui s'attaquerait aux enfants le soir tombé. Toutefois, il est à noter que ce dernier a été enterré dans une place toute particulière. Une place dont vous avez certainement déjà entendu le nom, le cimetière de Sleepy Hollow, lieu également emprunt à une légende urbaine qui donnera un film plus tard. Je suis l'inspecteur Ichabod Crane. New York m'envoie pour enquêter sur les meurtres de Sleepy Hollow. Que vous ont expliqué vos supérieurs exactement? Ils ont dit que tous les trois ont été tués en plein air et que leurs têtes avaient été séparées de leur corps. Mais bien que son nom de famille, Cropsey, soit le même que celui du personnage de la légende urbaine, dont il est question ici, nul lien ne peut être fait. Et pour cause, la légende de Cropsey est apparue, elle, dans les années 1970, alors que Sir Jasper Cropsey est né en 1823 pour décéder en 1900. Étant donné que ce Sir est le seul Cropsey connu de Staten Island, alors, d'où vient la légende ? D'où vient ce nom ? Il pourrait en fait alors s'agir d'un personnage de fiction tiré du film The Burning produit par Harvey Weinstein. Cet été, si vous planifiez d'aller camper, ne le faites pas. Si vous voulez faire un bain de minuit, ne le faites pas. Et si vous pensez passer un moment intime dans un endroit isolé, ne le faites pas. Dans son synopsis, il nous présente un personnage, gardien de son état, ayant été défiguré. Celui-ci, alors épris du désir de vengeance, s'en prendrait à d'innocentes victimes pour assouvir ses instincts les plus triviaux. Toutefois, le Cropsey de la légende, lui, aurait un crochet à la main, lui servant d'arme blanche pour parfaire ses méfaits, ce que le tueur du film The Burning ne possède pas hélas. Oh, il a quand même une belle grosse paire de ciseaux, si je puis dire, dans le film. Ce qui en est
faits pourraient nous rapprocher un petit peu de ce qui se raconte dans la légende. L'un a un crochet, l'autre a une paire de ciseaux, les deux ont quelque part une arme blanche. Mais, bien que l'origine du nom Cropsey en lui-même reste assez vague, voire même totalement floue, il n'en va pas de même pour l'histoire. C'est-à-dire? Je veux parler ici de son rapprochement avec la réalité, une réalité bien tangible. Derrière la plupart des légendes urbaines que nous connaissons, se cache une indicible réalité. Enfant, cette réalité, il nous est très souvent impossible de le percevoir, mais une fois atteint l'âge adulte, avec le recul et l'esprit critique, il en est ou il en va tout autrement. Ainsi, pour la plupart des enfants new-yorkais, le passage vers l'âge de raison se fait avec la prise de conscience que l'histoire qui leur a fait si peur lorsqu'ils étaient enfants n'est sans doute pas qu'une simple histoire. Il apparaît que la légende de Cropsey a en fait émergé un peu avant la création du film The Burning, mais qu'aujourd'hui, beaucoup attribuent au film l'origine de la légende. Pourtant, il est une autre réalité, bien loin de la fiction. Une réalité qui, de plus est, se rapproche avec une histoire dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, celle de l'horrible établissement accueillant les personnes en situation de handicap mental, je veux bien entendu parler de Willowbrook. Son but, accueillir, protéger, éduquer les enfants et certains adultes atteints de déficience mentale. C'est sympa comme film, c'est quoi ça? Eh bien non, ce n'est pas l'extrait d'un film, mais bel et bien la dure réalité de ce que l'on pouvait voir à l'époque entre les quatre murs de Willowbrook. Vous ne pouviez vous en douter jusqu'alors, mais l'histoire racontée autour de Cropsey prend place dans le folklore local autour de l'hôpital de Seaview. Oui, et alors? Et alors, ce dernier se trouve non loin du collège de Staten Island. Et ce collège est bâti sur... Non. Eh bien si, sur l'ancien hôpital de Willowbrook. Voici une vue du haut de l'hôpital, incluant la partie ici pour les tuberculeux. Il y a aussi une partie dédiée aux maladies contagieuses, puis il y a le cimetière. Mais ça, ce n'est qu'une partie de l'ensemble, car il y a d'autres ailes, plus vétustes. Puis à côté se trouvait l'ensemble de Willowbrook, dont une partie est devenue l'école de Willowbrook. Donc la fameuse histoire que tu nous as racontée avec l'établissement de Willowbrook prend place là où ce fameux Cropsey semble apparaître? Exactement. Et il faut savoir une chose, c'est que suite à la fermeture de Willowbrook, bien des patients et des employés se sont retrouvés seuls, à la rue, sans le sou, sans logement. De ce fait, plusieurs de ces individus ont investi les tunnels présents sous l'hôpital pour en faire leur lieu de vie. Il y a ceux croyant que certains patients, dans la confusion et par habitude, sont revenus à Willowbrook après la fermeture, pour occuper les vieux bâtiments et s'installer dans les tunnels abandonnés. Et c'est quoi le lien avec la légende? Eh bien, maintenant que nous sommes passés du côté réalité de cette affaire, il est temps de plonger encore plus loin dans l'aspect sombre, macabre.
Salut, nous avons besoin de plus d'aide possible pour retrouver Jennifer. Les recherches infructueuses d'une jeune demoiselle de 12 ans atteinte de trisomie continuent depuis les 3 dernières semaines, en espérant à chaque jour retrouver la petite Jennifer Schwager. De 1970 à 1987, plusieurs disparitions ont eu lieu à Staten Island. Dans l'ordre, nous avions eu Alice Pereira, âgée de 5 ans, disparue en 1972. Puis, bien des années plus tard, nous avions eu Holly Ann Hughes, alors âgée de 7 ans, en 1981. Viendra le tour de Tiahis Jackson, 11 ans, disparue en 1983. En 1984, Henry Gafforio, le plus âgé, 22 ans, ne donnera soudainement plus signe de vie. Et enfin viendra le tour de Jennifer Schwager, qui ne donnera plus signe de vie en 1987. Par ailleurs, cette victime sera la seule dont le corps sera retrouvé. Ce soir, une atrocité a été découverte au travers de 384 acres du vieux centre de développement de Staten Island. Un bras et une jambe dépassés d'une tombe affleurant le sol. De la tristesse envahit l'atmosphère au travers des témoins et de la police lors de la découverte de Jennifer âgée de 12 ans. La police a barricadé la scène. Même le papa de Jennifer ne pouvait pas en approcher. J'ai le papa de Jennifer ici, peut-il passer ? Non, jusqu'à dernière ordre, il doit rester. À l'écart. 2 autres jeunes demoiselles ont disparu ces dernières années. Des recherches vont être effectuées dans les secteurs pour voir ce que l'on pourrait y trouver. Dieu seul sait ce que l'on peut trouver ici. C'est à partir de son cas que les enquêteurs ont commencé à faire des liens, à créer des relations entre les victimes, les disparus, et leurs bourreaux, ou en tout cas leurs bourreaux éventuels, mettant un petit peu tout cela dans un seul et même sac. Après que Duncan et son équipe ont trouvé le corps de Jennifer Schwager, la police a commencé à faire des liens. En recoupant les dernières disparitions d'enfants sur Staten Island, ils en ressortirent 4 différents cas et passeront sur les cas plus de 15 ans. Tiahis Jackson, atteinte d'un handicap mental, disparue 4 ans avant Jennifer. Henry Gafforio, 21 ans, mais avec l'intelligence d'un ado de 15 ans, disparu 3 ans avant Jennifer. La petite Holly, âgée de 7 ans, disparue 6 ans avant Jennifer. Et finalement, Alice Pereira, vue pour la dernière fois en 1972, soit 15 ans avant Jennifer. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun corps n'a été retrouvé. D'autres personnes ont été, bien malgré elles, victimes de disparitions durant ces mêmes dates et dans le même secteur. Mais celles que je viens de vous citer ont toutes un point commun. Elles sont toutes en lien avec un personnage, André Rand. Et qui est ce André Rand ? Eh bien, c'est là que les choses deviennent un peu plus intéressantes. Et c'est là que gît la réponse à notre questionnement primaire, quelle est l'origine de Cropsey ? André Rand n'est pas n'importe qui. En effet, c'est lui qui est en lien direct avec la fameuse école ou le fameux établissement de Willowbrook. Ce dernier, par ailleurs, ne fut pas né avec ce patronyme. Au début, il se faisait appeler, ou plutôt il s'appelait Frank Rushan. Mais personne ne sait ou ne peut dire à l'heure actuelle pourquoi est-ce qu'il a décidé de changer ainsi de nom et de prénom. Par contre, ce que l'on sait donc à coup sûr, c'est que ce dernier a été employé à l'école de Willowbrook. Pour être plus précis, il en était le concierge. Une fois les portes de Willowbrook fermées, André s'est retrouvé seul et à la rue, sans le sou en poche. Il fut alors, et hélas, et bien malgré lui, une victime collatérale d'un bienfait pour les habitants de Staten Island. Je veux parler de la transformation de l'institut de Willowbrook en collège. Il indiquerait alors que André aurait vécu les années qui suivirent dans les tunnels présents sous l'institution, entouré d'autres personnes vivant dans la rue, certaines victimes de violences, d'autres de drogue, d'autres usant d'un petit peu trop d'alcool.
La police veut trouver le plus d'infos possible en cherchant ce que l'on a découvert. C'est que le nombre de gens vivant ici durant la période de plein fonctionnement de l'Institut de Willowbrook ont tendance à revenir dans le coin, ce qui a créé un attroupement de personnes logeant dans les sous-sols, vivant dans les sous-bassements, bien que Willowbrook soit fermé et André Rand était l'un d'entre eux. Ah, c'est donc une réalité là, à laquelle nous faisons face, là, celle d'un homme qui n'a trouvé, suite à la perte de son emploi, que la rue comme seul salut. Oui, la rue, et pour être plus précis, comme je l'ai dit, les tunnels présents sous l'ancien établissement de Willowbrook. André Rand a travaillé à Willowbrook de 1966 à 1968. Durant des années, il a vécu dans de multiples caches dans les bois entourant Willowbrook. Mais l'un des points les plus étranges fut lors de son arrestation. Car André, bien qu'ayant toute sa tête, et n'étant pas atteint particulièrement de maladie mentale, semblait alors à ce moment-là hors de son esprit, presque comme possédé. Bonjour à tous, aux nouvelles aujourd'hui. Un sans-abri de 43 ans, André Rand, a été arrêté, accusé de l'enlèvement d'une fillette de 12 ans, Jennifer Schwager. Le suspect a été interpellé la nuit dernière ici à l'église du Dieu intérieur. La police l'a interrogé plus tôt, dès la seconde journée d'enquête et après 4 semaines à courir autour de l'homme. Ils ont finalement décidé qu'ils avaient assez de matériel pour l'arrêter. Il n'a pas l'air bien avec ses yeux exorbités, appelant à la présence d'une folie intérieure. Une autre vidéo prise lors de son arrestation corrobora cette folie dont il semble être la proie. En le regardant sortir dehors, on aurait dit, je ne sais pas moi, qu'il avait perdu l'esprit. Cette image a poussé les gens à penser qu'il était le tueur. Quelque chose ne va pas chez cet homme. Regardez-le. Bavant, et ça m'a amené à me poser une question, mais qui est André Rand ? Son arrestation ne fut bien entendu pas non plus le fruit du hasard, car Rand, bien que simple concierge à l'époque de Willowbrook, possédait déjà un casier judiciaire. Ainsi, durant l'année 1969, il fut inculpé et mis en prison durant 16 mois pour avoir essayé d'agresser sexuellement un enfant de 9 ans. Rand était déjà dans les petits papiers de la police, après qu'il eut plaidé coupable pour abus sexuels envers une fillette de 9 ans, en 1969. Et ce n'est pas tout, vous allez voir. En 1983, il a réussi à enlever un bus rempli d'enfants, les amenant du centre des jeunes local jusqu'à l'aéroport. Voici le témoignage d'un enfant présent alors à cette époque. J'avais environ 6 ou 7 ans, et on jouait tous ensemble en dehors, de la maison des jeunes. Le gars il nous avait dit qu'il voulait partir en voyage. Donc c'est là qu'est la maison des jeunes. Il avait un bus stationné juste ici, je m'en souviens. Et on est tous innocemment entrés dans le bus et il disait qu'il allait nous amener au parc, mais on a atterri à l'aéroport. Après ça, il nous a conduits je ne sais où, dans un parc. Il faisait noir, je crois que c'était le parc de Willowbrook. Il faisait nuit noire, on a joué à cache-cache. Tout ça pour nous rendre compte finalement qu'on venait tous de se faire enlever. Et on n'avait aucune idée de ce qu'il se passait. Je pense qu'il s'est lancé dans un projet vraiment trop grand pour lui et qu'il s'est dit qu'il n'avait même pas les épaules pour le faire. Ah ouais, quand même, quand il fait des enlèvements, il le fait pas qu'à moitié. Depuis, André Rand, fut condamné à la prison jusqu'en 2008. Mais en 2004, bien malgré lui, il repassera en jugement pour une nouvelle disparition. André Rand a effrayé des générations d'enfants et de parents sur Staten Island. Accusé de la disparition d'une enfant dans les années 80, il est de nouveau jugé pour enlèvement. Après avoir passé 17 ans en prison, André Rand est de retour sur Staten Island pour être jugé pour l'enlèvement de la petite Holly Ann Hughes, 7 ans, disparue il y a 20 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé. Il nous dit ne jamais avoir rencontré Holly Ann. Des commentaires ? J'aime énormément ma sœur. Ça fait 20 ans que je porte ce fardeau. Ça fait si longtemps. Elle me manque tant. Mais ça fait du bien de voir que son cas n'a pas été abandonné. Qu'elle est encore vue comme une humaine et non comme un simple objet. Car c'est comme ça qu'elle était vue durant les 20 dernières années. Une simple disparition.
C'est alors que sa sentence fut prolongée jusqu'à 2037. Ont-ils attrapé un fou? Et est-il vraiment le kidnappeur? Ont-ils de bonnes preuves contre lui pour être présentés en cour? Le plus fou dans toute cette histoire, et là c'est important d'en avoir conscience, c'est que André Rand a été condamné sans preuve. En effet, il a été jugé sur de simples suspicions. Car à l'heure actuelle, sur le seul corps retrouvé, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, aucune trace de l'ADN de Rand n'est présent. Mais, de ce fait, les jurés se sont basés sur des faits, comme par exemple la présence de la voiture de André Rand dans le secteur d'une des disparues. Puis ils se sont appuyés sur des témoignages rapportant la présence d'André aux côtés de certaines victimes durant les jours précédents, voire les heures précédant les méfaits. Les rumeurs entourant les enlèvements étaient assourdissants. Certains pensent que Rand n'a pas agi seul et qu'il aurait été aidé par un autre sans-abri, ou par d'anciens patients de Willowbrook. D'autres pensent qu'il a été tout simplement piégé et que le vrai tueur serait encore en liberté. L'ensemble reste flou. Le problème dans toute cette histoire, c'est que plusieurs témoignages ne peuvent pas être corroborés par quiconque. Et André Rand, bien que ne se présentant pas sous son meilleur jour le jour de son arrestation, reste quand même une personne articulée, sachant lire, écrire et argumenter. Tu veux dire qu'il n'est pas... Enfin, je veux dire, le jour de son arrestation, on dirait qu'il n'y a rien là-dedans, on dirait que c'est vide. C'est pas le cas. Non, en effet, non, c'est pas le cas. Il s'exprime très bien et a toujours clamé son innocence. Même si cette dernière sera sûrement très difficile à prouver, voire même impossible. Deux derniers points, toutefois, ne vont pas du tout dans son sens. Le premier, c'est sa propre sœur. Oui, car elle est une sœur, et voici ce qu'elle a à dire à son sujet. Le seul contact que j'ai eu avec lui fut quand il avait besoin de moi. Je ne connais rien de sa vie, s'il était kidnappeur ou non, je n'en sais rien. Est-ce que quelque chose s'est déroulé dans sa vie qui aurait pu l'amener sur une mauvaise pente? La police m'a demandé si nous avions été abusés, si nous avions été battus, mais non, rien. Ma mère avait des problèmes émotionnels, mais elle n'était pas une mauvaise mère, même si elle avait des problèmes, mais nous n'avons pas été battus ni abusés. On cherche la confession de personne, mais on ne peut s'empêcher de se demander mais pourquoi? Essayer de comprendre pourquoi. J'ai essayé durant tant d'années, mais je ne peux l'expliquer, il n'y a pas de réponse, et je pense qu'il n'y en ait pas. Puis je vous dire un truc personnel, moi je pense qu'il vous a manipulé. C'est rude de sa part, c'est cru, mais ça mérite d'être écouté. C'est assez cru et c'est certainement quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Tout comme cette confession assez claire qu'il aurait faite à un révérend chez qui il aurait logé durant quelques semaines. Et là, vous allez voir, c'est plutôt incriminant. Pourquoi pensez-vous qu'il a enlevé Jennifer? Il me l'a dit. Il m'a dit l'avoir enlevée. Il l'a kidnappée parce qu'il pensait que sa famille ne voulait pas d'elle et que, de ce fait, elle était seule. Et il pensait que les personnes ayant un handicap mental ne méritaient pas d'être en vie. Témoignage radical et assez glaçant. Et si l'on écoute bien, on comprend alors le motif de la plupart de ces enlèvements. Il a l'air de considérer clairement que les personnes en situation de handicap n'ont juste pas le droit de vivre. Et vu que plusieurs de ces victimes, justement, sont atteints de handicap, ceci expliquerait cela. Un dernier point d'intrigue avant que je vous quitte fut lors d'une interview télévisée, durant laquelle on peut observer une journaliste parler de l'affaire, alors qu'en arrière-plan, à sa droite, se trouve alors l'une des futures victimes de André. Tu parles de qui? Quelle victime? André Gafforio, le jeune homme qui a disparu, qui avait 22 ans. Et bizarrement, il disparaîtra juste quelques jours après cette interview. Là, c'est lui, regarde bien. Juste là. Mais quoi qu'il en soit, la justice a tranché, son cas est classé et le corps de plusieurs victimes reste encore introuvable. Et dans tout cela,
Bien qu'André Rand soit actuellement toujours entre les 4 murs de la prison, la légende du Cropsey reste, quant à elle, encore bel et bien vivante. Merci de m'avoir suivi dans ce nouvel étrange voyage, ciao et à la prochaine.